la question sur l'Ukraine, je regrette un peu le ton un peu agressif de la question, mais je vous... C'est le résultat de votre politique, hein. Mais moi, je vous demanderais... vous soutenez en plein accord de Minsk, vous soutenez les... Pour adopter le même ton que vous, je vous demanderais si vos propres propos sont financés par la propagande russe. Mais en fait... allez à la mission russe. À la mission russe, il vous en offrira peut-être. Le Canada ne reçoit pas d'instructions de Washington ou d'ailleurs. Notre position par rapport aux actions de la Russie en Ukraine est claire, ferme et va le rester. La Russie, en violation de la Charte des Nations Unies, a envahi le territoire d'un État européen. Nous trouvons que c'est une action inacceptable et nous appuyons très fortement les efforts de l'Union européenne, des sanctions qui ont été mises en place par l'Union européenne pour démontrer à quel point ce n'est pas le comportement dont on s'attend d'un État responsable au 21e siècle. Vous parlez tout à l'heure de certains ressortissants canadiens. Il faut faire la différence entre les ressortissants canadiens et le gouvernement canadien. On ne s'identifie pas au discours de tous les gens qui ont notre nationalité. J'espère que vous, comme Européens, vous ne vous identifiez pas directement à tous les propos des Européens, quels qu'ils soient. Mais la position du gouvernement canadien est claire et c'est une position que je partage pleinement à titre personnel. Et nous avons des avis très différents sur cette question et sur la façon dont on doit gérer les actions de la Russie. Et nous pourrons discuter un peu après la réunion, si vous voulez, mais voilà où on en est. Sur l'éducation et les femmes... sur le tiers-monde, je précise. Oui, tout à fait. Je n'ai pas de réponse très précise à votre question, autre que de réaffirmer l'engagement du Canada envers cet objectif du millénaire que nous, on trouve... on avait fait une évaluation, que la dernière fois que le Canada a présidé le G8 et le G20, en fait, on a présidé en même temps, on avait fait une évaluation des objectifs de développement du millénaire, où en sommes-nous. Et il y en avait un vraiment qui ressortissait comme étant celui où l'humanité, où on avait fait le moins de progrès. Et c'était vraiment la santé maternelle. Et c'est pour ça qu'on a essayé de démontrer un certain leadership international mais le travail qui reste à faire est énorme. Et on ne prétend pas faire la leçon aux différentes communautés. L'Occident a déjà essayé de faire la leçon à d'autres pays. Ça n'a pas très bien marché. Ce qu'on essaie de faire, c'est travailler avec des acteurs locaux, avec des ONG, et de financer ceux qui sont en mesure de faire une différence. Mais je peux essayer d'obtenir plus d'informations sur ce qu'on fait précisément dans certains pays, si ça vous intéresse, mais c'est la réponse que je peux vous offrir. Sur les sables bitumineux, c'est vrai que c'est un débat auquel on fait face très régulièrement ici en Europe. La position du gouvernement du Canada, c'est que dans un monde où le pétrole devient de plus en plus rare, on ne peut pas se permettre d'ignorer la deuxième source la plus importante d'hydrocarbures, qui sont les sables bitumineux au Canada. Nous avons les deuxièmes réserves au monde après l'Arabie Saoudite en termes de... Et ce qu'il faut, c'est en assurer le développement dans une perspective responsable. Les émissions à gaz à effet de serre provenant des gaz bitumineux ont diminué du tiers au cours des 15 dernières années. Il y a des investissements énormes qui se font dans l'assainissement du mode de production de ce pétrole. Vous avez peut-être, si vous avez suivi les informations récemment, la province de l'Alberta, où sont situées la plupart, en fait toutes les exploitations de sable bitumineux au Canada, vient d'élire un gouvernement de centre-gauche qui a fait des promesses de réglementation plus approfondie du secteur. Mais ne croyez pas que la production va cesser. Ce sur quoi on travaille, c'est son assainissement et puis son intégration dans les objectifs plus globaux du Canada par rapport aux réductions des gaz à effet de serre. Vous savez que le Canada a fait des progrès énormes par rapport à la production d'électricité. Au Canada, l'électricité est à 80% sans émissions, alors qu'en Europe, en fait, c'est nucléaire ou c'est en fait c'est surtout hydroélectrique, mais c'est beaucoup nucléaire aussi.
alors que vous passez du nucléaire au charbon. Dans certains pays. Alors, il y a certains secteurs où notre performance est bien meilleure que la vôtre et d'autres où elle est moins. Mais ce qui est important, c'est de prendre en considération l'ensemble des émissions de pays et puis la crédibilité de ces efforts de réduction globale. Et je crois que la conférence de Paris va être un bon test pour tout le monde, et non pour le Canada, dans la crédibilité des mesures qu'on va proposer. Ce qui est un peu paradoxal au Canada, en toute honnêteté aussi, c'est que la chute des prix du pétrole, en fait, rend le pétrole des sables bitumineux beaucoup moins profitable parce que ça coûte très cher à produire. Alors, il va peut-être y avoir, il y a déjà une très importante réduction des investissements dans ce secteur. Donc la contribution de ce secteur aux émissions du Canada va peut-être être amenée à se réduire au cours des prochaines années. Donc on va peut-être faire un pas dans la bonne direction à cet égard, mais je crois qu'il faut considérer le contexte plus global. Et le pipeline Keystone dont vous parlez aussi, vous savez, maintenant, il y a énormément de pétrole en Amérique du Nord qui se déplace par train, parce qu'il n'y a pas assez de pipeline. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment plus écologique de transporter le pétrole par train au Canada? Le train en Europe roule à l'électricité. Mais qui viennent de centrales au charbon. Non, principalement nucléaire en Europe. Mais en Amérique du Nord, les trains, c'est surtout diesel. Et au Québec, il y a eu un accident effroyable l'été 2013 au lac Mégantic où 50 personnes ont perdu la vie suite à l'explosion de wagons de train qui contenaient du pétrole. Pardon? C'était privé. C'était privé, mais c'était quand même... entre ça et un pipeline, les pipelines sont beaucoup moins dangereux. Donc dans la mesure où le pétrole doit être acheminé d'un point à l'autre sur le continent, nous, on croit que l'investissement en pipeline, c'est plus écologique et plus sécuritaire, mais enfin, c'est une question qui est débattue très, très chaudement des deux côtés de la frontière, Canada, États-Unis, enfin, je m'arrête là, mais on est très conscient de ce genre de questions. Alors, Monsieur Michel. Merci, je ferai court, parce qu'il nous reste 4 minutes. Je vous remercie des questions sur le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité. J'aurais tendance à répondre de manière groupée, parce que comme je l'ai dit dans ma présentation, à la fin, on ne peut pas blâmer l'ONU, ni le Conseil des droits de l'homme, ni la structure, parce que ce qui est important, c'est les États qui prennent des décisions au sein de ces structures. Et, bon, effectivement, au Conseil des droits de l'homme maintenant, il y a eu certaines décisions qui ont été prises qui peuvent être critiquables, mais je dirais que globalement, la différence entre la Commission et le Conseil des droits de l'homme, je ne serais pas aussi critique que toi, même si je pense qu'il y a des choses qui doivent être améliorées certainement, et qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites comme elles auraient dû être faites. Ceci dit, on a vu certaines améliorations. Une chose très concrètement, c'est depuis cette réforme de la Commission au Conseil des droits de l'homme, qu'on a, chaque 4 ans et demi, une revue de la situation des droits de l'homme dans tous les pays du monde, tous sans aucune exception. Alors, juste ça, ça mérite d'exister, parce que évidemment, quand vous êtes plus puissant que les autres et que vous avez, comme au Conseil de sécurité, un veto, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à bloquer les décisions. Au Conseil des droits de l'homme, c'est plus difficile, il n'y a pas de veto, mais il vous suffit d'avoir certaines alliances pour empêcher qu'une résolution soit adoptée à votre endroit. Par contre, vous ne pouvez pas échapper à l'examen périodique universel des droits de l'homme. Vous devez y être soumis, la Suisse y est, les États-Unis y étaient il y a quelques jours, ils ont eu des questions difficiles, ils ont dû répondre, ce sera le tour d'autres par la suite, etc. Donc, ça assure quand même une transparence. Je crois que l'ambassadeur Camacho l'a mentionné aussi, l'importance de la transparence. Une transparence, on ne peut pas cacher les choses, même dans les réunions formelles du Conseil des droits de l'homme. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le Conseil de sécurité lui-même, il y a différentes options qui sont sur la table depuis bien des années. Ce qui est important, c'est la représentativité, on en a déjà parlé. Et vous avez demandé si ça allait déséquilibrer tout. Je vous cite. Je pense que le déséquilibre, il est actuellement. Il n'y a aucun doute que ce Conseil de sécurité, tel qu'il est constitué, ne peut pas être considéré comme équitable et représentatif de la communauté internationale telle qu'elle existe, en particulier en fonction de ce qu'a dit l'ambassadeur Camacho, les nouvelles puissances émergentes, etc. Ça doit être pris en compte qu'on veuille ou non. Donc là, il y a un problème de représentativité évident. Et le veto est le problème. Et j'en reviens au Conseil des droits de l'homme. Si vous prenez le printemps arabe, le Conseil de sécurité a eu très peu, on va être sympathique, on va dire qu'ils ont quand même pu prendre quelques décisions en contexte du printemps arabe, mais elles étaient très limitées et n'adressaient pas le cœur du problème. Au Conseil des droits de l'homme, par contre, on a adressé toutes les situations quasiment.
résolution, mais la Suisse a poussé avec d'autres États pour avoir une déclaration commune, soutenue quand même par un nombre conséquent d'États, pour attirer l'attention sur la situation bahreïn. Mais le Yémen est traité, on a une résolution récurrente, on a eu quelque chose sur la Tunisie, on a eu, bien entendu, et on a toujours des résolutions sur la Syrie, des résolutions sur la Libye, avec des commissions d'enquête, etc. Donc, des rapports complets. Je ne dis pas que ça solutionne le problème, mais on a agi au moins dans les compétences qui nous étaient données. Il y a certaines, vous me direz que peut-être certains pays devraient, certaines ONG nous disent, mais à quand une résolution sur la Chine, à quand une résolution sur la Russie, parce que, contrairement, je rebondis sur ce que tu as dit à votre question sur la Russie, monsieur, la Suisse estime quand même qu'il y a certaines règles qui doivent être respectées dans la communauté internationale. La règle cardinale, pas nous qui l'avons inventée. La Russie fait partie des États, des 5 États permanents du Conseil de sécurité. La Russie était à l'origine du système des Nations Unies tel qu'il existe. Le principe cardinal de paragraphe 4, il est interdit de recourir à la force à l'égard d'un autre État, quelle que soit la raison, même si on est vexé ou pas très content. Sérieusement, comment on peut défendre une annexion d'un territoire par un autre État inacceptable, quel que soit l'État? C'est parfois électoral, hein, le référendum. Il y a un référendum, je vous rappellerai. D'accord, mais ce que je veux dire par là, monsieur, c'est que l'agissement de la Russie était contraire au droit international de l'Ouest que la Russie a accepté. Et l'Allemagne de l'Est. Et l'Allemagne de l'Ouest, qu'a bouffé l'Allemagne de l'Est? Moi, ce que je veux vous dire, que quelle que soit, en tant que Suisse, quelle que soit l'agression, si elle est irrespectueuse du droit international, elle doit être condamnée. La Suisse a condamné aussi l'annexion par Russie, une partie de l'Ukraine, c'est inacceptable. Et ça ne nous a pas empêché de négocier avec les Russes, on leur dit très clairement. Ils nous entendent. Je ne change pas leur attitude pour autant, mais ils nous entendent. Et c'est pas parce qu'on est médiateur qu'on ne doit rien dire. Donc il y a des principes de base. Pour qualifier la Suisse, je dirais qu'en anglais, on est Principal Bridge Builder. Ça veut dire qu'on va prendre des ponts et qu'on ne va pas pour autant renoncer à nos principes. Et là, je m'arrête là. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup à tout le monde. L'heure, c'est l'heure, je vous la donne de bon cœur, mais là, ce n'est pas pour débuter une autre conversation qui aura lieu dans 15 jours. Je dois remercier particulièrement les performances des deux invités, dont nos deux ministres, sur l'aspect coopératif du système international. Vous le savez, ce n'est pas le seul. Le débat sur le droit international public, sur l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes comme probablement le premier droit du système international, plus encore que les règles édictées